Mesdames et messieurs, bonsoir. Où sont-elles passées les dames? Très peu de femmes dans les sphères politiques, très peu de femmes dans l'administration, très rares aussi dans les fonctions dirigeantes, dans le monde universitaire, bien qu'elles représentent en pourcentage près de la moitié de la population ivoirienne. Elles ne sont que 11% à l'Assemblée nationale, 20% dans les sphères de décision. Comment explique-t-on la sous-représentativité de la femme dans tous les secteurs, à l'exception de l'informel? Ce soir, nous avons appelé 4 personnalités qui travaillent sur la question au quotidien pour en parler. Et ce sont le professeur Téné Touré Diabaté, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes sociologue, on vous a souvent suivi, vous avez travaillé sur la question. Aujourd'hui, on a envie de profiter de votre expérience. Et juste auprès de vous, monsieur Dougrou, Augustin Saouré, vous êtes ancien parlementaire et vous avez certainement voté beaucoup de lois. Aujourd'hui, vous nous direz pourquoi il semble avoir encore des blocages. Ensuite, Madame Henriette Lagou, présidente du Renouveau pour la paix et la concorde, RPC-Paix. Bonsoir. Ancienne ministre, on vous a aussi vu dans la sous-région prononcer des conférences sur la question. Et ce soir, on souhaiterait vraiment en savoir davantage. Pourquoi est-ce que les choses coincent quelquefois? Et Madame Sefoura Kouyo-Kwasi, présidente de l'association CEFIS. C'est bien cela. Bonsoir. Bonsoir. La dernière conférence que nous avons suivie, c'est il y a environ une semaine de cela, et nous avons profité de cela. Nous avons remarqué que vous avez quelques arguments à développer sur la question. Nous avons donc voulu que vous soyez là sur ce plateau pour nous expliquer davantage. Je voudrais commencer par vous, professeur Diabaté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, femmes, vous vous sentez frustrée? Trop fort comme mot. Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Frustrée? Non, la société n'est pas unijambiste. La société se porte sur 2 jambes. Il y a l'homme et la femme qui composent la société. Et une société sans la femme, je vais parler du binôme femme et tradition d'abord, ça c'est important, de faire une première démarche vers la compréhension de ce binôme tradition et femme. La femme est au sein de la société. La femme est incontournable dans la société. Pourquoi? Parce qu'elle incarne plusieurs forces à la fois, cette femme. D'abord, elle est un agent de reproduction biologique. Ça, c'est sa première fonction, qui a une force, parce que c'est elle qui fait l'humanité. Ensuite, elle a une force pour la survie du groupe. C'est un agent économique. Elle fait de la production. 90% de nos femmes en milieu rural font du vivrier. Elle compose 70% de la main-d'œuvre agricole. Donc elle est présente. Elle est dans la société. La troisième force, excusez-moi, il faut le préciser, elle incarne les valeurs. C'est elle qui donne la première éducation à l'enfant. Et enfin, la quatrième force, c'est de la médiation. Elle est au sein de nos populations. Elle est au sein de nos sociétés. Par le mariage, elle a une force d'alliance entre plusieurs familles. Donc la femme, frustrée, oui, par les démarches de la modernité que nous menons vers cette femme. Très bien. Et on va en parler tout à l'heure. En tout cas, on l'avait constaté et on a souvent entendu quelques grognes. Monsieur Dougrou, à l'Assemblée nationale, la chose a été dite, il y a eu des lois, il y a eu encore des blocages. Est-ce que vous entendez souvent les grognes des femmes autour de vous? Merci. Grogne un peu, c'est trop dire. Moi, je suis plus positif. Parce qu'avant les années 76 et 75, c'était rare de parler de la promotion de la femme. Depuis ces dates, nous avons évolué un peu favorablement. C'est vrai, des acquis existent. Vous l'avez dit que les taux sont faibles, c'est vrai. Mais des acquis existent qu'il faut préserver. C'est en cela que nous sommes ici sur ce plateau, pour encourager les femmes. Parce que nous sommes l'avocat des femmes. Nous sommes ambassadeurs des femmes. Pour que ce vivier qu'elles doivent constituer, parce qu'il faut un vivier de femmes pour y arriver, n'est-ce pas? Il faudrait que la femme se prenne en charge d'abord. C'est important. Nous sommes là pour les accompagner. Je l'ai dit et je le répète. Nous accompagnons les femmes. Mais on ne peut pas dire que absence de femmes, non, c'est insuffisance, comme vous l'avez relevé tantôt. C'est insuffisance. Comment nous allons faire pour gagner un peu?
pour aller de on va répondre à cette question, mais on on continue tout de même de dire absence parce que tout de même, vous les hommes, vous avez tout pris. C'est ce qui semble être dit. Dans tous les cas, vous aurez le temps d'expliquer. Madame Lagou, récemment, vous étiez en Guinée, vous étiez dans la sous-région, on vous a suivi, vous avez eu à prononcer une conférence. Et là, qu'est-ce que vous avez dit exactement à ces dames-là? Est-ce qu'on nous a tout arraché, on doit aller prendre par la force? Qu'est-ce que vous leur dites? Merci. Je voulais vous dire merci et remercier la RTI pour l'occasion qu'on nous donne de parler de cette question de représentativité des femmes dans les sphères décisionnelles. J'étais en Guinée, effectivement, à l'occasion de la journée de la femme. Avec mes sœurs guinéennes, nous sommes interpellés. Nous ne sommes pas frustrés, mais nous sommes interpellés. Alors, donc, quand nous constatons l'état des lieux de ce qu'il y a dans le monde, quand nous savons que la Côte d'Ivoire est 148e, la Guinée est 80e, voyez-vous, nous sommes interpellés. Dans la représentativité dans le monde, le pourcentage est 23%. En Afrique subsaharienne, c'est 23,5%. Et en Côte d'Ivoire, nous nous situons à 11%, à peine la moitié. Donc nous avons vécu cela difficilement, nous vivons difficilement, nous sommes donc interpellés. Et en Guinée, les femmes sont aussi interpellées. Dans le monde, les femmes ont les mêmes problèmes. Et donc, en tant que consultante en genre, j'y étais. Et nous n'allons pas pour arracher quelque chose aux hommes. Mais nous disons que sur le plan sociétal, la femme devrait avoir sa place. De façon biologique, on ne va pas demander à un homme de porter une grossesse. Mais sur le plan social, la femme a sa place, au même titre que l'homme et à égalité. Et nous, nous disons ça et c'est ce que nous vous disons. Bien sûr que je ne suis pas totalement d'accord avec vous parce que ce que nous entendons, c'est vous, les hommes, vous avez tout pris. On aura le temps de développer. Absolument. Madame Kodjo Kwasi, quelle est votre réaction? La femme reléguée en second plan, on est d'accord là-dessus? Merci. Alors, moi, personnellement, Alors, ma réaction, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce Avant, que qu'est-ce qu'on fait? si Constatons ensemble déjà. Oui, donc aujourd'hui, les faits sont là. Alors, on voit que la femme tente à émerger et aujourd'hui à s'imposer sur tous les niveaux sociaux, politiques, que ce soit dans les ONG. On a des femmes qui essaient de prendre le lead parce qu'elles sentent qu'elles ont des compétences. Et parce que quelque part, elles se disent que leurs compétences ne sont pas suffisamment exploitées. Elles aussi, elles veulent contribuer. Mais bon, les faits sont là. Donc concrètement, ça serait, quand nous on parle aux femmes, on va directement à la solution. Alors, les faits sont là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, on va vous reposer la question. Vous, les femmes, vous sentez mieux la chose. Vous pourrez nous répondre. La place de la femme dans la société ivoirienne, le débat n'est pas nouveau. Les femmes sont souvent reléguées en second plan de la société. Si vous remarquez bien, on leur confie des tâches subalternes. Mais ils sont nombreux aussi, ceux ou celles qui pensent que ce qui arrive aux femmes, c'est bien leur faute. Pourquoi? On va suivre cet élément. Les femmes n'aiment pas tout vraiment pousser les pions vers le haut. C'est-à-dire, après les études universitaires, elles pensent qu'après quelques années à l'université, elles peuvent se vieillir vite. Donc, du moment où elles ont au moins le minimum, elles aiment avoir des petits métiers juste pour les prendre en charge. Les femmes n'aiment pas se battre parce qu'elles se disent qu'il y a l'homme qui est là pour s'occuper d'elles. Comme ce sont des trucs qu'on a cultivés depuis longtemps, donc c'est resté là gravé dans la mémoire, quoi. Mais bon, on se dit que peut-être au fil des temps, ça prendra de l'ampleur, ça changera. Le monde a été créé ainsi. Les femmes attendent toujours, veulent toujours avoir des choses des hommes. Ce n'est pas parce qu'elles manquent d'ambition, mais d'autres aiment la facilité, d'autres aussi aiment. Bon, malgré elles ont tout, mais elles veulent forcément avoir pour l'homme d'abord. Voilà, avant d'être heureuses, c'est comme ça. Elles veulent juste travailler, je pense. Elles ne prennent pas le temps de viser haut. Elles se disent que bon, ça me prouve quoi et ça me coûte quoi d'avoir le master. Pourtant, je peux avoir quelqu'un qui a déjà le master pour me marier avec lui, je pense. C'est les femmes qui aiment la facilité. Ils veulent que les garçons aient qu'à leur donner tout. La vie d'aujourd'hui, là, quand tu es une femme, il faut savoir accéder l'argent pour toi-même. Pour ne pas attendre que le garçon il va venir te donner. Il ne faut pas tout le temps attendre la main des garçons. Moi, je suis garçon aussi. Bon, moi, en tout cas, je suis garçon aussi. Bon, femme, lui aussi doit se cesser. Parce qu'aujourd'hui, là, tu travailles là, il n'y a pas de garçon qui va faire mal sur toi. Si tu ne veux pas que les garçons fassent mal sur toi, toi aussi, il faut cesser quelque chose à faire.
Là, comme ça, il n'y a pas de problème. Depuis nos aïeux, la femme est mise en second plan. La femme est chargée de tout ce qui est tâches ménagères. La femme est toujours mise derrière. Et c'est resté dans l'habitude de la femme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a tout ce problème-là pour pouvoir prendre le devant des choses, pour pouvoir prendre certaines responsabilités. Et donc, je pense bien que c'est depuis là-bas que les choses ont pris de part. Professeur, je ne parlerai pas à la place de ces personnes. Vous avez entendu, les femmes sont ici, elles attendent tous des hommes, elles ne se battent pas, elles n'ont pas d'ambition. Vous avez entendu, vrai ou faux? C'est votre faute. J'ai entendu, mais je crois qu'il faut regarder sous le prisme de l'histoire. J'aime souvent prendre la légende à Blapokou. Voilà une femme qui, par sa force, a évité à son peuple des guerres fratricides, qui s'est déplacée avec sa tribu. Mais c'est une image forte. C'est peut-être une légende, mais c'est une femme. Il y a les Amazones au XVIIe siècle au Dahomey. C'était des femmes qui tenaient la cour royale. Et les exemples abondent. Quand on dit souvent qu'il y a un grand homme, il y a une femme derrière. Les chefs ont souvent l'habitude de dire que la nuit porte conseil. Mais qui leur donne le bon conseil? C'est la femme. Monsieur Fofana, les Lordougou, à 2 h du matin, à 3 h du matin, qui font ces Lordougou? C'est vrai, c'est l'informel. Mais ce sont ces femmes qui approvisionnent nos marchés de vivriers. C'est à partir de 10 h seulement qu'on va au marché central pour faire nos emplettes. Au-delà de cela, nous disons que, d'une manière générale, la femme est un agent politique. À l'époque, même encore aujourd'hui, quand vous épousez une femme, qu'est-ce que vous faites? Vous nouez plusieurs alliances autour de cette femme. Et c'est de là que partent nos systèmes de parenté. Le système matrilinéaire, on le sait, la femme distribue la carte du pouvoir. Le système patrilinéaire, c'est la même chose. La grande tante, la petite tante, tout ceci est au sens, c'est vrai, nous sommes dans une société patriarcale, prédominée par les hommes. Mais la femme est présente. Mais il faut reconnaître que nous avons nous-mêmes construit la notion culturelle des genres, c'est-à-dire à travers l'école, ce que nous avons appelé le modernisme, les systèmes d'exploitation. L'homme était là pour la richesse et la femme est venue l'accompagner pour l'accumulation de son capital. Et puis enfin, cette femme est restée dans son rôle domestique parce qu'il y a eu des stéréotypes à travers aussi l'école. Nous sommes tous comptables de cette sous-représentativité. Je vais encore m'arrêter là pour continuer après. Sous-représentativité, vous parlez de comptable, nous sommes tous comptables. Qui est comptable de façon précise, de façon nette? La société elle-même. De façon forte. La société, qui vous désignez dans la société, qui soit vraiment coupable? À travers cette construction de l'inégalité, à travers certaines normes que nous avons intériorisées à travers des générations. Je vous ai parlé tout à l'heure des Amazones du Dahomey, mais c'était des femmes. Les Amazones de Guinée qui étaient des musiciennes dans les années 60. Donc la femme, il y a des talents parmi les femmes, mais donnons-leur l'occasion d'exprimer leurs talents. C'est ce que je veux dire. Et la société sait que malgré son rôle social, la femme est incontournable dans certaines activités socio-économiques de la société. Sur les places de funérailles, qui sont-elles qui sont là-bas, ces personnes? Ce sont d'abord les femmes. Elles sont au début et à la fin. Dans les baptêmes, elles sont au début et à la fin. C'est vrai, elles sont obligées de monnayer leur rôle social dans les ONG, les organisations non gouvernementales. Mais elles sont quand même présentes dans la société. Et il faut donner justement le goût à ces femmes qui doivent être désormais des femmes battantes, intelligentes et émergentes. Elles doivent se battre. Monsieur Dougourou, voilà. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que les hommes empêchent les femmes d'évoluer? Bon, si on fait référence... Parce que ce sont les femmes qui... Les hommes sont souvent interpellés. Merci beaucoup. Mais si on fait référence au côté biblique, l'homme a créé Dieu a créé l'homme d'abord. Pour l'accompagner, il a mis la femme. Donc il n'y a pas d'antinomie.
il faut dire que les deux se complètent. Il y a plutôt complémentarité. Et c'est maintenant, c'est ce que madame explique, que nous voyons. Dans le film, j'ai appris que nous devons nous battre, nous les féministes, pour y arriver. Nous devons savoir nous battre. Nous devons savoir aller de l'avant. Nous devons laisser les facilités. Nous devons compter sur nous-mêmes, les compétences. Il faut compter sur les compétences des femmes. Et aujourd'hui, il y en a. Il y en a. Tout à l'heure, je disais que j'étais positif. Mais la situation a évolué. Ce qu'on décrit, c'est jadis. Ce que nous avons vu, ce que les gens savent. C'est par rapport à la tradition, ils le disent. Mais aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, les femmes se battent. Elles se battent très bien. Elles sont moins visibles, c'est ce qui est en train d'être dit. Personne ne nie qu'elles se battent, mais elles sont vraiment moins visibles. Là où elles devraient être, elles n'y sont pas. C'est l'adverbe qui fait, mais elles sont visibles. Quand on enlève le moins, elles sont visibles. Les femmes sont visibles aujourd'hui. Les femmes savent se battre. Je sais de quoi je parle. Moins visibles que vous, les hommes. Oui, mais bon, il faut dire qu'elles doivent lutter. Le pouvoir se prend, vous l'avez dit. Les femmes doivent lutter. Nous sommes là pour les accompagner, pour les conseiller. Mais elles doivent lutter pour mériter ce qu'elles désirent. Vous savez, aujourd'hui, on parle mériter, vous avez dit. Oui, on parle de parité, on parle d'équité, on parle de ceci, on parle de cela. Mais la femme doit arracher le pouvoir. Parce que si aujourd'hui on parle de parité à l'Assemblée nationale, d'où j'étais, les hommes se sentent menacés. Il n'y a que 250 places. Si on parle de parité, il y a certains hommes qui vont sortir. Donc, les femmes doivent se battre pour mériter ce poste-là. Et on ne doit pas se baser sur le sentimentalisme pour dire on lui a donné une... Non, non, non. On doit dire. Tout à l'heure, comme j'ai vu à la télévision, ce soir, au journal Parler, il y a une femme qui a représenté le DG de la douane. Ça veut dire qu'elle mérite ce poste-là. Non, il y a des femmes parmi nous. Il y a des femmes dans l'administration. Il y a des femmes dans la police. Aujourd'hui, elles sont dans l'armée. Sous représentativité, c'est nous qui le disons. Mais aujourd'hui, les femmes, on les voit. Alors, Madame Labou, moi j'ai l'impression justement que ce sont des exceptions qu'on nous présente souvent en nous disant oui, les femmes sont au bon endroit alors qu'elles auraient pu avoir plus, autant que les hommes. Je continue de croire qu'elles sont moins visibles, qu'elles ne sont pas là où il faut. Merci beaucoup. Évidemment, les femmes sont braves, il faut le dire. Dans nos sociétés anciennes comme dans notre société d'aujourd'hui, passant par toutes celles qu'on a citées, chez nous ici, les Anne-Marie Raji, les Marie Corée, ailleurs les Jeanne d'Arc, dans l'ancienneté, les Ablapoku. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que la sous-représentativité des femmes se situe à plusieurs niveaux. Quand on a regardé tout à l'heure le film, évidemment, les femmes elles-mêmes, à ce niveau-là, il faut le dire, il y a un peu de complexe dû à l'éducation, aux pesanteurs socioculturelles, aux préjugés. Quand on dit la femme, c'est le sexe faible. Et donc, tout ça fait que la femme elle-même, les femmes, elles ne vont pas oser. Et c'est un retard. Ça, j'avoue, il faut le dire. Mais ça se situe à plusieurs niveaux. Au niveau de la femme elle-même, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi au niveau de la société. On a parlé des pesanteurs socioculturelles qui font que la femme n'avance pas. Il y a des assemblées d'hommes, des assemblées de femmes, c'est des assemblées d'hommes. Les femmes n'y ont pas droit. Et tout ça fait que la femme n'avance pas. Il y a aussi au niveau institutionnel. Nos pays signent des conventions, des textes au niveau international, mais évidemment, à la réalité, ce n'est pas appliqué. Donc, il faut contraindre à l'application. Donc, ça se situe à plusieurs niveaux. Même au niveau du politique, les femmes n'avancent pas. Au niveau des nominations, écoutez, ici en Côte d'Ivoire, nous avons un président homme, un vice-président homme, un premier ministre homme. On a essayé de compter les institutions et les grandes structures de l'État. Nous en avons décompté 12. Il y a une seule femme à la grande chancellerie. Ça ne va pas. Les Mais femmes pourquoi est-ce que lorsque, en général, quand vous avez l'opportunité de changer ces choses-là, vous ne le faites pas? Lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale, par exemple? Ben, c'est le combat, ça a changé. Vous savez, quand on était ministre dans le gouvernement, j'étais chargée de la famille, de la promotion de la femme. Et des femmes qui sortent de l'ENA, et puis elles sont cantonnées dans des secrétariats, et on ne les nomme pas. J'ai dit, enfin, monsieur le ministre, nommez les femmes sous-préfets pour qu'elles deviennent secrétaires de préfecture, pour qu'elles deviennent préfets. Parce qu'en son temps, il y avait une seule femme préfet. Alors, ça vous dit qu'il y a eu un combat, et le combat continue. Vous savez que c'est en 1965 qu'on a eu nos 3 femmes députées. Aujourd'hui, nous avons 29 femmes sur 255. Voyez-vous, c'est en 1900, dans le 9e gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny que nous avons eu notre première femme ministre, Mme Jeanne Gervais.
Vous avez, au niveau des présidentielles, c'est seulement en 2015 que nous avons eu notre première femme candidate aux présidentielles, c'est-à-dire 50 ans après. Et 55 ans après, nous étions 2 candidates. Ça ne va pas. Vous décrivez bien la chose, mais jusqu'à présent, vous ne dites pas que ce sont les femmes elles-mêmes qui ne se présentent pas. Est-ce qu'on empêche une femme d'être candidate, par exemple? Alors, j'ai dit tout à l'heure que ça se situe à plusieurs niveaux. J'ai dit que les femmes même sont concernées par les causes multiples. Parce que les femmes ne vont pas oser. Il faut oser. Et aussi, parce que les femmes sont, par rapport à l'éducation, sont cantonnées dans les rôles traditionnels, les rôles biologiques. Faire des enfants, rester dans les foyers, voyez-vous. Évidemment, une des causes aussi, c'est la femme elle-même. Ça, il faut l'avouer. Très bien. Vous l'avez avoué, je suis content de l'entendre. Alors, Madame Kodjo, qu'est-ce qui ne marche pas depuis? Vous êtes véritablement votre propre problème, vous les femmes? Alors, moi, j'aimerais prendre un aspect plus personnel et situer cela, comme elle disait tantôt, on a l'éducation. Parce que, est-ce qu'on a une adéquation entre la formation et la demande d'emploi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche des femmes sur la scène politique. Combien de femmes arrivent à aller aussi loin dans leurs études quand on sait qu'en milieu rural, il y a des jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation? Quand on sait que les femmes, quand elles contractent la maternité de façon très, très précoce, ne peuvent pas continuer les études. Donc, il y a autant de freins qui sont liés biologiquement à la femme, à sa condition, qui fait que quand on recherche vraiment ces femmes-là, est-ce qu'on les retrouve? D'abord, il y a ça. Ensuite, il y a le milieu social. Comme elle disait tantôt, la société. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde où déjà depuis le bas âge, on nous fait croire qu'en tant que femme, on est à la recherche d'une sécurité et les hommes sont plutôt à la recherche du pouvoir? Je vous explique, c'est que quand dans nos cultures africaines, quand vous êtes petite fille, on vous dit, vous aurez un bon travail, un bon mari. À l'homme, on lui dira, tu seras président, tu seras ministre, ou tu seras directeur d'une multinationale. À la petite fille, on ne lui dira pas ça. On ne lui dira pas, tu seras présidente. On va lui dire, tu auras un bon travail. Donc, quand elle grandit, pour elle, c'est la recherche de la sécurité. Avoir un minimum et puis pouvoir subvenir aux besoins de sa famille d'une façon très modeste. Alors que l'homme, il est plutôt à la recherche de challenges de pouvoir et de postes de décision. Parce que le débat aujourd'hui, c'est pourquoi nous ne retrouvons pas ces femmes dans les milieux décisionnels. Ensuite, vous allez aller sur le plan un peu plus vaste pour comprendre cela avec le leadership, l'ANIAC. Comme on le disait tantôt, le pouvoir, ça se prend. Il faut que les femmes elles-mêmes aillent elles-mêmes chercher leur pouvoir. N'attendent pas que ce soit tout le système qui se mette forcément en place. Vous devez mériter la place à occuper. Nous devons continuer le combat. Parce qu'on ne va pas tout attendre du système. Qu'est-ce que chaque maman apprend à sa fille? Qu'est-ce que chaque maman elle-même montre? Qu'est-ce que chaque femme elle-même essaie de représenter dans sa collectivité? Parce qu'aujourd'hui, une femme leader, c'est une femme qui a pris certaines décisions. Et les femmes, aujourd'hui, un poste de décision incombe certaines responsabilités, certains choix, mais beaucoup de concessions. Et il y a des femmes qui ont peur aussi d'en arriver là. Parce que la femme va se dire, est-ce que mon mari va être d'accord ou est-ce que je vais avoir même un mari? Qui va s'occuper de mes enfants? Mais l'homme, il ne pense pas à tout ça. Vous, à tout moment, vous voulez faire référence à vos hommes. À cette allure, vous ne vous impliquez pas, donc vous n'avancez pas. Voilà, exactement. Quand la femme à son niveau, pour prendre une décision à toute sa communauté, à sa charge. Elle va regarder sa famille, sa vie privée, etc. Alors que l'homme, sur le plan professionnel, il est plus prompt, plus spontané que la femme qui prend en considération tout son environnement avant de se lancer sur un plan plus compétitif. Donc, quelque part, il faut aussi que les femmes se saisissent de courage et puis y aillent. Professeur Diabaté, moi, je continue de remarquer qu'on pose toujours le problème en termes de complaintes et non en termes de mérite pour les femmes. Et ça pose un problème quand même. Oui, ça pose un problème, effectivement. Il faut poser le problème en termes de mérite. Et la femme, comme je le disais tantôt, dans nos sociétés, la femme est méritante dans toutes nos sociétés. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mis l'accent sur certains aspects qui ont englué justement cette évolution de la femme. Ma fille parlait tout à l'heure de leadership, de la femme qui décide. C'est vrai.
Mais la femme va au-delà. La femme a la carte du pouvoir. Ça, il faut le savoir dans toutes nos sociétés. Monsieur Fofana, vous êtes dans une zone A. Vous faites de la politique. Le mariage n'a pas de frontières. Vous allez vers la zone Z. Vous mariez une femme. Elle veut aussi faire de la politique. Vous pensez que ce sera facile pour elle de venir se présenter et faire la politique chez vous? Il y a un problème. Il y a beaucoup de silence autour de la femme. Oui, justement, ce problème, j'ai bien envie de le percevoir. Tout à fait, c'est pour cela que je pose cela. Parce que souvent, quand on parle de la représentativité politique de la femme, on ne pose pas ces problèmes-là, qui restent des problèmes d'actualité. Parce que c'est cela aussi la Côte d'Ivoire, ce quel est le brassage. problème des hommes? Quel est le problème des hommes, l'homme face à sa femme, qui ne veut pas que sa femme se présente? Je n'ai pas posé le problème en ces termes. J'ai posé le problème en termes de... Vous avez un mariage mixte, vous êtes dans la zone A et la femme est dans une zone B et elle veut faire de la politique. C'est en cela que j'ai posé cette problématique. Et qui existe. Parce que nous cherchons les talents, les femmes talentueuses pour faire de la politique. Mais il y en a. C'est parce que nous encore, en termes de modernité, nous avons présenté un outil qui véhicule le langage. Parce qu'il y a des femmes talentueuses. Est-ce que faire de la politique, c'est véritablement parler une langue officielle? Est-ce que dans nos zones rurales, il n'y a pas de femmes leaders? Il n'y a pas de femmes politiques? C'est comme ça que moi je vois le problème. C'est pour ça que c'est nous-mêmes qui posons le problème de cette sous-représentativité de la femme. Dites-moi, comme on organise les concours des reines de la beauté, vous croyez que ça a été facile au départ? Mais il y a eu tout un staff pour organiser ce concours. Aujourd'hui, des filles, des parents accompagnent des filles au concours des reines. Pourquoi on ne ferait pas autant pour les femmes que nous recherchons pour faire de la politique? Moi, j'interpelle toute la société. Il y a quelques années, aucun parent n'allait donner l'autorisation à sa fille d'aller se présenter publiquement, comme on le sait. Je ne vais pas nommer les choses. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé depuis là? Il faut travailler sur le mental. Il faut rassurer les femmes. Je vais vous donner encore un autre exemple. Il y a eu à l'époque les Jeux de l'amitié, les Jeux africains, à Brazzaville, puis à Dakar. Nous étions des gamines. Nos sœurs étaient des sportives. Mais les instructeurs sont allés dans les familles, rassurer les parents. À l'époque, on avait des grandes sportives qui ont représenté l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Je veux dire qu'il faut mettre en place toute une stratégie d'action. On va y arriver puisqu'il y a des recommandations à faire. C'est ça. Sinon, la femme est méritante. Ne la léguons pas au second plan pour pouvoir mettre certaines modernités en disant, bon voilà, on ne peut pas faire parce que si elle arrive, elle ne sait pas parler la langue d'échange dans le Parlement, elle sera traitée de boniche. Parce que c'est ça aussi, c'est une réalité. Mais nous pouvons aller chercher ces femmes. La femme méritante, je vous assure que je n'ai pas de doute personnellement. Il faut aller les chercher. D'accord, on ira les chercher. Monsieur Doukourou, vous irez les chercher. Alors, quand on regarde dans la société de façon générale, la cogestion est une réalité aujourd'hui. Lorsqu'on a un homme, une dame, est-ce que on permet, on autorise, et psychologiquement, et mentalement et tout, à cette dame, véritablement, d'être comme l'homme? On devrait. On devrait le faire. Mais est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Au vu de la compétence de la femme, on devrait le faire. Je voudrais prendre le mot, madame, qui a parlé tout à l'heure. Oui, mais qui a parlé tout à l'heure de leadership. De leadership. Voilà. Qui a parlé de leadership. La femme doit quitter le carcan biologique de femme et elle doit se marier au carcan aujourd'hui de leadership qui a une vision, qui a un objectif et qui sait où elle va, qui a un programme de société, qui ne dit pas que c'est parce que les hommes ont gouverné que je suis candidat, par exemple. Non, il faut être leader dans la société. Combien de femmes, monsieur l'animateur, sont allées voir Ellen Johnson au Libéria pour savoir son secret, comme elle a fait? Combien de femmes sont allées au Lesotho? Parce que la présidente du Lesotho, c'est une dame. Et il faut dire que combien sont allées prendre son expérience? Il faut avoir la connaissance, il faut avoir la formation. C'est vrai qu'on a une formation administrative aujourd'hui, mais il faut une formation politique. Et c'est ça que j'appelle le vivier de femmes. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on en a suffisamment pour les présenter? Pour dire après qu'elles ne sont pas assez représentatives? Non. Est-ce qu'il y a un vivier de femmes? Le conseil que je veux donner, il faut constituer ce vivier de femmes-là pour faire une rivalité avec les hommes qui sont tenaces, qui sont crispés sur leur pouvoir. Alors, il faut des femmes capables
pour les booster, pour les faire bouger. Les femmes capables, les femmes méritantes, il y en a, vous l'avez dit et vous avez donné l'exemple du Lesotho, on peut même parler de Tanzanie où la vice-présidente est... La tendance mondiale, je ne vous est-ce que les nôtres ne le font pas? La Côte d'Ivoire n'est pas singleton dans ce domaine-là. La représentativité des femmes au niveau mondial, c'est à peu près la même chose. J'ai envie de dire à chacun son problème. Réglons nos problèmes ici déjà. Mais pourquoi ici? Non, je le dis, juste une boutade. Quand on fait une analyse, on fait référence à des tests, on fait référence à des hommes, on fait référence à des pays. Justement, vos références me font poser la question suivante. Pourquoi Lesotho, il y a des dames? Pourquoi en Tanzanie, les femmes vice-présidentes et en Côte d'Ivoire et ailleurs, vous n'arrivez pas à pousser les femmes à cela? Ou bien les femmes elles-mêmes n'arrivent pas à... C'est les femmes qui ne se poussent pas à cela. Ah oui, les femmes doivent se pousser à ça pour qu'on dise on ne l'a pas pris par chose. Ah oui, si vous voulez ce que je veux dire. Si elle mérite, on lui donne la place qu'elle mérite. Si elle peut faire l'équivalent de l'homme sur ce poste-là, mais on la prend comme responsable pour diriger. Donc après avoir dirigé les foyers, après avoir dirigé les enfants, après avoir dirigé, la femme veut diriger les hommes politiquement. Mais elle doit avoir une formation politique. Ça, je le dis haut et fort. La femme doit avoir une base politique. Parce qu'on n'est pas politicien, on apprend. Souvent, on dit non, moi, je ne fais pas la politique. Et ça, c'est souvent le langage des femmes. Moi, je ne fais pas la politique. Mais si vous ne la faites pas, au nom du Père, elle va vous faire. La politique vous fera. Alors, Madame Lagou, les femmes, est-ce que c'est ce que les femmes disent véritablement? On ne fait pas la politique parce que vous êtes aussi, entre guillemets, les hommes continuent de régner, hommes politiques. J'ai envie de dire comme ça, on dit femmes politiques. Est-ce que les femmes, c'est véritablement parce qu'elles ne veulent pas faire la politique, ou bien elles ne sentent pas la politique, ou bien elles ne sont pas formées pour cela, ou bien? Mais merci beaucoup. Moi, je préfère femmes politiques. Vous savez, j'étais en train de suivre une historienne qui disait dans une émission que le masculin ne prime pas sur le féminin. Ça, il faut au XVIIe siècle, disait-on, les garçons et les filles sont contentes. Et c'est les hommes qui ont masculinisé tout. Bref, je voudrais indiquer que la représentativité des femmes, vous vous posez la question, pourquoi ça ne réussit pas chez nous? Pourquoi ailleurs? Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des pays voisins. Il faut prendre l'exemple des pays qui ont réussi là-dedans. Le Sénégal est 7e mondial. Parce qu'à tous les niveaux, les explications, c'est-à-dire les causes sont à plusieurs niveaux, comme je l'ai dit. À un moment donné, les femmes sénégalaises se sont levées, elles ont eu un agenda commun et les gouvernants sénégalais ont été réceptifs. Dans ces conditions, il y a une loi qui a été prise. Et c'est l'adoption de cette loi qui a fait qu'aujourd'hui, le Sénégal est 7e. Donc, il y a évidemment, tout à l'heure, nous allons parler de recommandations. Dans ces conditions-là, nous aurons beaucoup à dire. Parce qu'il faut voir ceux qui ont réussi, ceux qui sont en avance, pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer, que nous ne soyons pas à la traîne et que nous n'avançons pas à pas de tortue. Nous sommes à la traîne, c'est une réalité, vous venez de le dire, vous avez pris l'exemple du Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui la constitution ivoirienne est en retard sur notre époque? Bon, évidemment, la constitution actuelle dans ses articles 35, 36 et 37 font la part belle à l'égalité hommes et femmes, et à la représentativité des femmes. Mais il faut dire qu'en même temps, on préconise une loi. Donc il faut prendre la loi, maintenant même, et faire adopter cette loi et l'appliquer. En ce moment, on va tomber dans les recommandations. Je pense qu'il y aura des avancées. Mais notre constitution déjà, est-ce que notre constitution n'ouvre pas totalement la voie pour que la femme obtienne ce qui lui échappe de droit? Je pense que les 3 articles que je viens de citer nous donnent une grande ouverture. Et nous allons nous en saisir et je pense que nous n'allons pas nous amuser. Et les Nations Unies, oui, les Nations Unies ont pris des décisions très souvent. Et jusqu'à présent, on a l'impression que tout cela n'est pas respecté. Alors, des décisions en faveur de la femme. Alors, j'ai dit tantôt qu'il y a eu des textes au niveau international qui ont été ratifiés par la Côte d'Ivoire. Au niveau sous-régional, il y a eu des conventions. Et au niveau national, on a la loi fondamentale, on a la Constitution qui nous donne 3 articles. Évidemment, et avec ces conventions que nous avons signées, avec ces textes que nous avons ratifiés, rien n'y est. Nous n'avons rien. Alors, nous ne sommes pas avancés.
Donc, avec cette loi qui est préconisée, je pense que nous allons avancer. Mais nous n'avons pas avancé parce qu'il n'y avait pas de loi qui puisse contraindre à faire. Parce que les femmes dans les sphères de décision se situent à deux niveaux. Au niveau des gouvernants, c'est-à-dire au niveau nominatif, et puis au niveau électif, voyez-vous. Au niveau nominatif, c'est purement la volonté politique. Quand on vous dit que tous, dans la gouvernance, tout le monde est homme, et qu'il y a peut-être 0% de femmes ou 0,1% de femmes, toutes ces questions de volonté politique. Nous arrivons aux questions électives. En ce moment, nous allons tomber dans le Parlement. Par exemple, il n'y a jamais eu de femme présidente de l'Assemblée nationale. Nous allons tomber au niveau du local, où sur 31 présidents de conseils régionaux, il n'y a qu'une seule femme. Et tout ça, je pense que, évidemment, comme vous l'avez dit tantôt, avec les dispositions actuelles de la Constitution, nous allons pouvoir sortir une loi et puis nous allons avancer un temps soit. Madame Koudjou Kwasi, vous avez suivi ces exemples. Est-ce que ces exemples vous font dire qu'il faut à partir d'un moment décréter que les femmes, on leur donne ceci et on avance, ou bien vous dites que les femmes continuent de se battre? Alors, parce que les femmes, elles sont hésitantes à prendre le devant. Je pense que c'est ce qu'elle essayait de dire tantôt. Donc, si on doit l'écrire, on ne va faire que ça. Parce qu'on l'écrit, mais les faits sont présents. Ce n'est pas de l'écrire, c'est vrai que ça commence par là, mais c'est de l'appliquer. C'est que dans la condition de vie de la femme, elle puisse sentir le changement. C'est que les femmes sentent qu'aujourd'hui, il y a un intérêt particulier qui leur est porté. Elles sont mises au centre d'intérêt, elles sont recherchées, comme il le disait tantôt, pour être mises à des postes de décision. Sinon, si on veut faire des lois, on va en faire. Les lois existent, mais est-ce qu'on les applique réellement? Est-ce que dans nos communautés, dans les plus petites familles, dans les milieux ruraux, est-ce qu'on sent ce changement? Je vais continuer à vous poser donc la question. Qu'est-ce qui fait que on a des problèmes dans l'applicabilité de ces lois-là? D'abord, j'aimerais parler de la solidarité féminine. Parce qu'aujourd'hui, si les femmes se mettent ensemble, quand j'étais allée récemment à l'Union africaine pour le pré-sommet sur le genre, au cours des travaux, il ressortait cela. Quand les femmes sont ensemble pour faire quelque chose, ça porte un fruit. Mais est-ce que les femmes sont assez unies aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il nous parlait tantôt du Sénégal. Mais si on veut prendre l'histoire de la Côte d'Ivoire avec les femmes de Grand Bassam qui ont pu libérer leur mari, on a vu que c'est l'unicité qui a primé. Donc quand les femmes se mettent ensemble, si les femmes veulent se mettre ensemble pour supporter une candidate à un poste de décision, cela peut porter ses fruits. Donc si les lois sont faites et que les femmes, entre elles, ne sont pas rassemblées, on a ce problème-là qui va se poser. Et aussi, il faut que les dirigeants puissent avoir une meilleure volonté. Parce que faire la loi, c'est bon, mais l'appliquer, c'est mieux. Oui, je constate sur ce plateau que nous sommes vraiment nostalgiques du passé de ces dames qui ont fait de grandes choses. Et malheureusement, j'ai envie de dire, les dames maintenant n'arrivent pas à se mettre ensemble. Ah, vous avez dit très bien. Vous avez tout le temps pour expliquer cela. Mais je voudrais d'abord m'adresser au professeur Diabati. Peut-on aujourd'hui rehausser la représentativité de la femme? Comment commencer à traiter le problème par la racine? La racine, c'est où? La racine, c'est de détecter les talents, M. Fofana. Vous voyez, à un moment donné, vous dites nous sommes nostalgiques du passé, mais ce qui est passé, c'est le passé qui nourrit le présent et donne l'avenir. Le futur. Mais on a été coopté des femmes. À l'époque déjà, avant, je veux dire, les indépendances, il y avait des mères de parti, c'est-à-dire les femmes mères, celles qui étendaient les bases des partis politiques, des partis d'émancipation. Ça existait cela. C'était d'abord au PDCI RDA. Il y avait des mères, des dames qui étaient là pour asseoir les partis politiques. Il faut qu'il y ait cet échange générationnel entre les jeunes et je dirais les femmes mères, les mères, les anciennes politiciennes. Parce qu'on a trop l'impression qu'il n'y a pas ces relations. On ne parle souvent pas de solidarité féminine. Non. On a comme l'impression que les jeunes ne viennent pas souvent vers les sachants. Parce qu'on pense que tout doit être rapide. On connaît tout. Non, il faut revenir à la source souvent. Vous savez, la femme, on l'a dit, a tellement été opprimée
que souvent elle attend de vous voir vous battre d'abord. C'est cela. On dit souvent qu'il n'y a pas de solidarité féminine. Si, il y en a. Comment il n'y en a pas? Sinon, il n'y aurait pas les grands-mères. N'oublions pas que la femme incarne la tante, l'amante, la confidente, tous ces aspects de la femme, la reine-mère, ne l'oubliez pas. C'est ça aussi la femme. Et je dis que si nous transcendons la langue, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est-ce qu'on est prêt à aller prendre des femmes talentueuses en milieu rural, les amener dans les arcades de l'Assemblée nationale? Si on arrive à le faire, pourquoi pas? Moi, je rêve de voir un Parlement avec en arrière-cour une cellule d'alphabétisation, de savoir-faire, parce qu'on a des savoir-faire locaux. Et l'Afrique a beaucoup à apprendre de ces savoirs locaux. Nous voulons être plus rapides dans la modernité, mais nous avons des racines, nous avons des valeurs. Ne piétinons pas ces valeurs. On parle souvent, oui, la lourdeur traditionnelle, mais il y a des valeurs. Le travail est une valeur en Afrique. Est-ce que ce n'est pas aussi une des raisons de nos souffrances, ce conflit entre ce que nous appelons modernité et traditionnel, tout à fait. Finalement, on ne se situe nulle part. On ne se situe nulle part. Et souvent, quand nous retournons en milieu rural dans nos villages, quand on ne s'entend pas très bien en milieu urbain, dans les villes, c'est les autres qui nous disent, mais vous êtes partis un peu trop loin, voilà la solution. Souvent, c'est les vieux qui nous ramènent à la solution, à l'entente. Parce que c'est ça. Si nous n'arrivons pas à détecter nos problèmes locaux, mais nous n'allons pas trouver de solutions. Parce que de cela, moi, je persiste et je signe que la femme est un agent politique. Allez dans les marchés. Vous avez des femmes leaders dans les marchés. Quand les femmes commencent à se faire des histoires dans le marché, il y a une femme qui vient mettre de l'eau pour éteindre le feu. Donc, il y a des femmes leaders. Il faut aller les chercher, il faut les encadrer, il faut leur donner une formation politique. Mais écoutez, c'est de cela qu'il s'agit. Très bien. Monsieur Dougourou, vous avez réagi tout à l'heure à ma remarque. Vous avez dit non, je vous laisse réagir à cela et en même temps vous enchaînez sur la question. Comment faire entendre aujourd'hui véritablement la voix de la femme? Il faut dire en fait qu'elle a un peu répondu à ma préoccupation en disant que des associations de femmes existent aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ces associations-là marchent très bien. Nous avons des résultats. Je n'ai pas envie de citer qui que ce soit, mais on est tous d'accord qu'elles sont solidaires là-dessus. Elle a donné l'exemple du marché, mais j'allais donner l'exemple des vivriers. J'allais donner l'exemple de la police aujourd'hui, où il y a un syndicat de femmes dans la police. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire. Comment faire? Mais il faudrait que l'égalité, n'est-ce pas, l'accès à l'éducation. C'est vrai, ça c'est au niveau de l'État. L'accès à l'éducation, homme-femme. Il faudrait que les filles aillent à l'école. Et que le slogan, l'école obligatoire, soit effective, afin d'aller contrer. Ici, nous sommes à Abidjan. Les filles vont à l'école. Mais ailleurs, les filles ne vont pas à l'école encore. Et c'est un problème. Donc, il faudrait que les filles aillent à l'école pour se former, pour avoir une base de connaissances. N'est-ce pas? Et puis ensuite... Mais sur ce point, excusez-moi, déjà, que faites-vous déjà? Que fait la société déjà avec les femmes, les filles déjà formées? Mais les filles déjà formées, vous voyez que je n'ai pas envie de citer des exemples de choses... Mais sans citer d'exemples, je constate tout simplement que celles qui sont suffisamment formées non plus ne sont pas là où il faut. Non, elles sont représentées. Peut-être qu'elles ne sont pas assez satisfaites. Mais ça va venir. Il a dit que j'étais positif depuis le début des choses pour les femmes. Vous allez par exemple aujourd'hui dans une pharmacie, 99% des femmes. Vous allez par exemple dans les supermarchés, 900% des femmes. Est-ce que là encore vous n'êtes pas en train de nous décrire des métiers qui soient réservés aux femmes? Non, c'est pas réservé aux femmes. Parce que voici encore un autre problème, des métiers qui sont réservés aux femmes, qui sont considérés comme des métiers... Je ne suis pas du même avis que vous. Je vous assure que hier, souvent c'est des hommes qui étaient là. Dans ces supermarchés, c'est des hommes qui étaient là. C'est des hommes qui tenaient ces marchés-là. Aujourd'hui, c'est des femmes qui sont là. Il faut être fier de ça. On dit qu'on leur a trouvé de l'emploi. Ah oui, peut-être trouver de l'emploi à quelqu'un. Ah oui, mais c'est des grâces. Moi, je pense qu'elles ne sont pas... Elles sont représentées. Les femmes sont représentées. Mais c'est le taux, comme on le dit. Je le suis d'accord avec. C'est le taux qui n'est pas assez important. Mais bien sûr que c'est de cela que nous parlons. Comment allons-nous faire? Oui, comment allons-nous faire pour que ce taux-là, que nous espérons, ces résultats escomptés, soient atteints? C'est ça, c'est un peu ça le problème. Donc, j'étais en train de venir avec madame qui a parlé de loi. C'est vrai qu'il faut faire la loi. Sur la parité, le Sénégal en a, au Ghana, il y en a, au Cameroun, il y en a. Mais
Qu'attendons-nous en Côte d'Ivoire pour... La loi sur la parité, je vous pose la question, et cette question est en même temps valable pour Mme Lagou plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire que lorsqu'on a un gouvernement, on doit décider de façon nette, et que lorsqu'on a un gouvernement de 20 membres, il faut 20 femmes et 20 hommes? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, nous sommes en train de monter, parce que même dans les pays scandinaves, aujourd'hui, c'est 40% seulement. Les pays les plus avancés, les femmes sont à 40%. Mais qu'est-ce qui vous fait hésiter à avoir 50%, 50%? Mais c'est ce que j'ai dit au départ, ce vivier de femmes capables, avec une vision, avec un programme de société. Je cherche. Je veux les encourager à cela. C'est ça mon problème, c'est ça mon inquiétude. Quand je les accompagne et que je dois débattre d'un poste de femme, est-ce que je suis assez à l'aise pour dire que oui, monsieur, je suis capable de... C'est ça mon problème. C'est pour cela que je suis un peu réticent. Donc, il faut l'éducation pour tous. Il faut que ça soit obligatoire et il faut que ça soit effective. J'insiste sur le mot effective. On peut modifier le code électoral pour que les femmes rentrent à l'Assemblée. Mais il faut que la loi soit appliquée. Donc, elle a parlé de volonté politique également. Ah oui, il faut susciter la volonté politique. Et c'est nous, les féministes, qui devons susciter cette volonté politique. Et dans la volonté politique, Mme Lagou, est-ce qu'on doit penser ce que je viens de penser tout haut? Désormais, je suis le président de la République, j'ai un gouvernement de 20 membres, 20 femmes, 20 hommes. Ou je suis présidente de la République. Par exemple? Oui. Pourquoi pas? Sur 29 ministres. C'est en Côte d'Ivoire, on ne peut pas trouver la moitié en femmes et la moitié en hommes. C'est possible? On ne peut pas trouver ça. Donc on est président, on prend 20 ministres, 10 femmes ministres, 10 femmes hommes. On peut trouver, même si c'est 30, même 40, on peut en trouver. Bref, je pense que ça se situe à plusieurs niveaux. Bon, évidemment, on vient de parler du président de la République au niveau des gouvernants. Et il faut appliquer, sortir la loi sur l'égalité hommes et femmes. Il est temps, c'est le moment. Et puis ensuite, je reviens à dire qu'il faut continuer les programmes d'alphabétisation qui a commencé depuis longtemps et continuer les programmes de scolarisation de la petite fille. C'est très important. Ça nous amène donc beaucoup de femmes sous la main et sous-représentées. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La loi va régler. Ça, c'est au niveau de faire des contraintes pour qu'à chaque niveau, les gens puissent être contraints à le faire. Et puis ensuite, nous allons arriver aux nominations. La loi va contraindre à nommer. Nous allons arriver donc au poste électif et la loi va contraindre aux partis politiques de nommer dans leurs instances des femmes. Et au niveau électif, évidemment, la loi va contraindre à ces partis politiques de faire des listes zébrées. C'est-à-dire, quand on présente une liste en termes électifs, au niveau local, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, mais pas les hommes en haut et les femmes en bas, mais par alternance. Ça, c'est des recommandations très importantes. Ensuite, nous allons arriver à la population elle-même. Il faut continuer les sensibilisations pour lutter contre les pesanteurs. Évidemment, il y a beaucoup de choses de bien dans nos sociétés, mais envers la femme, il y a beaucoup de choses il faut sensibiliser. Il y a des endroits où la femme n'a pas le droit de construire. Quand tu dois construire, il faut que tu donnes l'argent à ton frère. Ça, c'est des pesanteurs. Il y a des endroits où la femme n'a pas droit à l'héritage. Ça, c'est des pesanteurs socioculturels. Il faut... c'est les coutumes. Et je pense qu'à plusieurs niveaux, il y a des possibilités de réaction et qui vont permettre d'agir et qui vont faire avancer la Côte d'Ivoire en termes de représentativité des femmes dans les sphères de décision et en termes d'égalité hommes et femmes. J'avoue que lorsque je vous écoute, je suis un peu embarrassé encore. Je suis en train de voir, je cherche à comprendre le modèle de société que vous souhaitez représenter. Parce que tantôt, vous dites qu'il y a certains éléments de nos traditions qu'il faut absolument garder. Et plus loin, vous dites qu'il y a des décisions qui doivent être prises parce que la femme ne doit pas faire ceci ou doit faire cela. J'ai encore du mal à bien percevoir. Alors, je disais que le professeur Tenet a dit que dans nos coutumes, oui, il y a de très bonnes choses. Nous avons des acquis qui font avancer nos populations. Mais je dis en termes de traitement des femmes
et de représentativité des femmes, il y a des pesanteurs socio-culturels et nous devrons lutter contre ces pesanteurs. Je pense que je suis assez claire. Et c'est ensemble que nous allons le faire. Et les femmes, évidemment, nous avons beaucoup, il y a beaucoup d'associations, les femmes sont ensemble, mais pour ces questions de représentativité de la femme, d'égalité hommes et femmes, toutes les femmes doivent avoir un agenda commun. Et c'est ça qui va nous faire avancer. Très bien. Madame Kwasi, vous avez suivi ces exemples. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de répondre très clairement à la question suivante? Faut-il une discrimination formelle et positive en direction de la femme? Est-ce que cela doit être? Je pense que pour combler le gap, dans un premier temps, il le faut. Il faut une discrimination positive. Certains pays le font et ça marche. Parce qu'il faut redonner à la femme sa place. Il faut rattraper le retard. Il faut combler le vide. Mais moi, j'aimerais un peu aller sur le sens des générations, parce que le professeur Tenin le disait tantôt. Nous avons la génération en cours et nous avons aussi la génération à venir. Il y a un gros travail qui est en train de se faire aujourd'hui. J'apprécie, je suis en admiration de ce que nous faisons là, parce que nous essayons d'éveiller les consciences et d'apporter un changement. Mais qu'en est-il de la génération en cours? Professeur Tenin disait tantôt qu'il faut que vous, les jeunes, vous venez vers nous pour avoir l'expérience. Et effectivement, moi, je pratique les jeunes. Je pratique les jeunes filles avec l'association et le constat est que ces filles ne réalisent même pas ce combat qui est en train d'être fait. Elles n'ont même pas conscience qu'aujourd'hui, c'est un challenge, que la femme est en train de se positionner. Et c'est cela aussi qu'il faut intégrer, parce que sinon, demain, on sera encore en train de chercher les femmes compétentes. Parce que quand celles qui auront compris et qu'elles auront mis en place le système, si on n'est pas en train de préparer celles qui doivent venir, 10 ans, 20 ans plus tard, on sera encore en train de chercher ces femmes et on sera au point de départ. Donc, il faut qu'il y ait une liaison logique entre tout ça et un travail très coordonné où nos mamans, nos mères, nos grandes sœurs sont en train de faire un travail et les jeunes filles qui sont derrière puissent comprendre ce système-là, les accompagner pour que demain, on puisse avoir une Côte d'Ivoire qui prône la parité, l'équité, l'égalité. Vous les plus jeunes, quel est votre problème? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas souvent? Pourquoi est-ce que, j'ai envie de dire, vous n'approchez pas les plus anciennes pour comprendre? Parce que ce qu'elles voient assis, vous ne voyez pas cela debout. Mais vous... Je pense aujourd'hui que c'est le problème des centres d'intérêt des jeunes. En fait, les jeunes sont... Est-ce que vous n'avez presque plus les mêmes intérêts? Voilà. Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qu'on leur montre? À quoi ils rêvent, ces jeunes Ivoiriens? À quoi ils rêvent? Et aujourd'hui, nous nous efforçons, et ça doit être aussi une volonté politique, de ramener un peu les jeunes sur des centres d'intérêt nationaux qui prennent en compte l'intérêt du pays. Parce qu'il y a beaucoup de divertissement, il y a beaucoup de bruit, c'est bien bon. Mais qu'est-ce qu'on donne concrètement aux jeunes? Et qu'est-ce qui les inspire? Il y a aussi ça. Parce que les jeunes ne réalisent pas. Les jeunes filles ne réalisent même pas ce challenge. Alors que c'est un challenge qui est très décisif et qui pourra amener la Côte d'Ivoire à être un pays qui vit dans l'égalité. On n'a pas vu le temps passer. Malheureusement, il est presque... Alors, professeur Diabaté, dernière chose aujourd'hui. S'il y a une seule chose qu'il faut faire pour que la femme reprenne sa place, que doit-on faire? Il faut un modèle social. Un modèle social construit sur des classes moyennes solides et inclusives. C'est de tout ce que nous avons parlé. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous parlons d'émergence. J'ai même fait une métaphore en parlant de femmes battantes, intelligentes et émergentes. FBA. C'est-à-dire que les femmes doivent être amenées à innover. Il faut aller de l'avant. Et il faut une volonté politique. Je suis tout à fait d'accord avec Madame la ministre. Il faut une volonté politique. Mais une volonté politique axée sur une vision de la société. Quelle société nous voulons avoir d'ici 2020? Quelle société nous voulons avoir? Malheureusement, il est déjà l'heure. Ce modèle social doit y répondre. Voilà. Doit y répondre. Nous devons y répondre à travers une vision, à travers un plan que nous devons mettre en place, à travers, je dirais, un investissement dans la petite enfance. Elle l'a dit, c'est un souci pour nous. Aujourd'hui, on parle d'élèves couples. Vous vous rendez compte? Des élèves qui vivent en couple, à l'école primaire, dans les collèges. Oui, je comprends parfaitement votre indication. C'est dommage que nous arrivons. Oui, vraiment, on n'a pas vu le temps passer. On a encore beaucoup de choses à dire et à proposer. Monsieur Dougourou, vraiment en une minute, que diriez-vous? Moi, je dirais tout simplement que
il faut travailler le leadership des femmes. Il faut travailler le leadership des femmes, et puis il faut avoir une vision, comme je le dis. Et puis, bon, il faut militer. C'est la patience qui paye. Les femmes doivent apprendre la politique. C'est mon dernier mot. Les femmes doivent apprendre la politique. Les femmes doivent apprendre la politique. Mais ce que je veux dire, c'est que le pays ne peut pas se développer sans une moitié de la population. Ça, il faut le comprendre. Et que la représentativité des femmes est une question de développement et de démocratie dans le pays. Et donc, évidemment, la femme doit s'impliquer. Mais on doit permettre à la femme de s'impliquer. Tous, nous sommes comptables de ce qui se passe. Et donc, tous, nous sommes comptables. Et donc, toute la nation devrait se lever pour qu'il y ait l'égalité homme-femme, pour que ce soit effectif et que les femmes soient dans les sphères de décision. Ceci est une exigence de développement et d'émergence. Une exigence de développement. C'est ce que vous pensez aussi. Alors pour terminer. moi, voilà, pour terminer, je reviens sur ce que je disais tantôt. Il faut moins de verbes et plus d'action, tant au niveau du gouvernement que des femmes elles-mêmes. En tout cas, je voudrais vous dire merci à tous d'être sur ce plateau. Professeur Diabaté, merci d'être là. Monsieur Dougrou Saouré, merci d'avoir accepté cette invitation sans condition. À vous aussi, merci Madame Henriette Lagou d'être venue de votre voyage directement sur notre plateau. Et je voudrais vous dire merci à vous, Madame Kodjo Kwasi, d'avoir répondu à notre appel sans condition. Et vous l'avez constaté, la place de la femme dans nos sociétés ou encore la problématique de la représentativité de la femme dans les sphères politiques et de décision. Ce soir, nous avons échangé donc avec des experts de la question et vous avez certainement profité de leur expérience en vous faisant vous-même votre propre idée de la situation. Merci et bonsoir.